L'Assemblée va maintenant écouter une déclaration de son Excellence Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria. Je prie les membres du protocole d'escorter son Excellence. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria. Je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Madame Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, au nom du gouvernement et du peuple du Nigeria, je vous félicite, Madame la Présidente, à l'occasion de votre élection tant méritée en tant que présidente de la 73e Assemblée générale. Alors que vous entamez cette tâche, je tiens à vous assurer de l'appui du Nigeria, de la même manière que nous avons porté notre appui à votre illustre prédécesseur, son Excellence, M. Miroslav Lajčák. Nous nous félicitons du rôle de chef de file qu'il a joué lors de la 72e Assemblée avec un tel dévouement, un tel engagement et un tel souci d'équité pour tous les États membres. Je salue également le secrétaire général, son Excellence Antonio Guterres, qui a dirigé les affaires du secrétariat avec un remarquable engagement en faveur de la recherche par les Nations Unies de la paix et de la sécurité mondiale, de l'équité, de la justice, de l'inclusion, de l'autonomisation des femmes et des droits de l'homme. À ce stade, il est bon de nous souvenir avec une grande tristesse de feu notre 7e secrétaire général, M. Kofi Annan, qui est décédé à la veille de son 82e anniversaire. L'importante contribution de Kofi Annan aux travaux de l'organisation a été reconnue dans les hommages tant mérités qui sont arrivés de l'ensemble du monde suite à son décès. En Afrique, certes, nous pleurons la perte de ce grand fils de l'Afrique, mais nous sommes fiers de la façon dont il a servi l'humanité d'une manière véritablement exemplaire. Il a démontré, par son comportement calme mais déterminé, les vertus de la compassion, du dévouement à la cause de la justice, de l'équité et des droits de l'homme. C'était un dirigeant visionnaire qui a donné de l'espoir même face aux plus terribles défis. Il a consacré toute sa vie et sa carrière à l'ONU et à ses idéaux, ses objectifs. Son service exemplaire a fait du monde un meilleur endroit. Madame la Présidente, au cours de l'année écoulée, le monde a vu des résultats positifs et des signes encourageants provenant des efforts bilatéraux et multilatéraux de la communauté internationale afin de faire face aux conflits, aux crises et aux menaces à la paix mondiale. En particulier, nous saluons les efforts des dirigeants des États-Unis, de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, visant à réaliser notre objectif partagé d'une péninsule coréenne dénucléarisée. À cet égard, nous reconnaissons l'engagement à la paix dont ont fait preuve le président Donald Trump ainsi que le président Kim Jong-un, qui ont tenu un sommet historique. Nous demandons qu'ils poursuivent cette démarche positive. Malheureusement, beaucoup des crises et des menaces à la paix et à la sécurité de par le monde dont nous avons débattu l'année dernière, comme nous l'avons fait lors des années précédentes, restent non réglées. Dans certains cas, les choses ont empiré. La poursuite des souffrances des Rohingyas au Myanmar, le conflit israélo-palestinien qui a enduré les guerres en Yémen et en Syrie, ainsi que la lutte contre le terrorisme international et local, comme Boko Haram et les Shabab, sont autant de cas qui viennent à l'esprit. Les insurrections terroristes auxquelles nous sommes confrontés, en particulier dans le Sahel et le bassin du lac Tchad, sont en partie
alimenté par des facteurs dynamiques locaux, mais à présent également de plus en plus par le mouvement djihadiste international, par des anciens combattants de l'Irak et de la Syrie et par des armes provenant de la désintégration de la Libye. Au Myanmar, le carnage, heureusement, semble avoir quelque peu diminué. Nous félicitons les Nations Unies d'avoir continué à mettre l'accent sur la situation du peuple Rohingya, afin de mettre un terme à leurs souffrances et de tenir comptable les auteurs des crimes atroces commis contre les membres innocents et vulnérables de cette communauté, y compris les femmes, les enfants et les personnes âgées. La communauté internationale doit renforcer sa détermination à lutter contre la purification ethnique et religieuse, où que ce soit. Nous appuyons les efforts des Nations Unies visant à faire en sorte que les réfugiés Rohingyas se voient autorisés à rentrer dans leur foyer au Myanmar dans la sécurité, en jouissant de protection et de garantie de citoyenneté. Nous notons l'indication par le gouvernement du Myanmar de sa disposition à régler cette question et nous les encourageons à faire cela rapidement. Dans ce cadre, le Nigeria félicite le gouvernement et le peuple du Bangladesh en particulier et tous les autres pays et organisations qui ont contribué à assumer leur part du fardeau et à fournir un abri et d'autres aides vitales aux réfugiés Rohingyas. Le carnage et la dégradation des situations humanitaires en Syrie et au Yémen se poursuivent sans relâche. Mais la communauté internationale ne peut pas se permettre d'abandonner les peuples syriens et yéménites. Nous devons poursuivre tous les efforts possibles afin de parvenir à des solutions négociées, politiques et pacifiques à ces guerres qui ne peuvent pas être gagnées uniquement par la force des armes. Concernant la Syrie, nous espérons que le processus de Genève parrainé par l'ONU et l'initiative de soutien emmenée par la Russie, l'Iran et la Turquie permettront de faire avancer cet objectif. La communauté internationale doit maintenir la pression afin d'encourager les parties à mener un dialogue pacifique, des négociations de manière inclusive pour régler leurs différences sectaires et afin de mettre un terme aux immenses souffrances en Syrie comme au Yémen. Nous félicitons la Turquie, la Jordanie, la Grèce, l'Allemagne, l'Italie et la France qui ont accueilli des millions de réfugiés qui fuient ces conflits brutaux. La situation au Moyen-Orient, aussi grave qu'elle ait toujours été, s'est maintenant dégradée en raison de l'évolution de la situation depuis notre dernière rencontre. Le Nigeria continue à appeler les Israéliens comme les Palestiniens à faire les compromis nécessaires dans l'intérêt de la justice, de la paix et de la sécurité, conformément aux nombreuses résolutions des Nations Unies et au droit international en vigueur. Des mesures unilatérales, arbitraires et insensibles ne font que prolonger le conflit et sapent la paix et la sécurité mondiale. La dégradation des situations humanitaires à Gaza est le résultat consternant d'un usage de la force sans aucune restreinte. Nous exhortons les deux parties à reprendre le dialogue sur la base des résolutions pertinentes des Nations Unies, des principes de Madrid, la feuille de route du Quatuor et l'initiative de paix arabe, entre autres. Le Nigeria réaffirme son appui indéfectible à une solution juste à deux États, négociée sans intimidation, avec Israël et la Palestine coexistant côte à côte dans la paix et la sécurité. Les crises au Moyen-Orient ont des racines profondes et sont restées non réglées pendant trop longtemps. Cependant, nous ne devrions pas nous abandonner au désespoir et conclure qu'il n'y a pas de solution. Nous devrions tirer de l'aspiration du remarquable leadership qui ont poussé l'Éthiopie et l'Érythrée à rétablir l'espoir perdu depuis longtemps pour la paix entre eux. Une démonstration des capacités d'hommes d'État qui ont poussé les pays de la région, les pays voisins, y compris Djibouti et la Somalie, à rechercher la paix dans la sous-région. Je considère qu'avec du labeur, de l'engagement et une disposition au compromis et les sacrifices nécessaires, la paix est également réalisable au Moyen-Orient. La plupart des crises, en général, ont de nombreuses causes et de nombreux effets.
C'est le fait de ne pas y faire face rapidement de manière efficace qui fait que les conflits échappent à tout contrôle. Pour y faire face, il faut des mesures nationales et internationales collectives qui ont des incidences politiques sur les peuples et les communautés. C'est pourquoi faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service de sociétés pacifiques, équitables et durables, qui est le thème de l'Assemblée générale cette année, eh bien, c'est tout à fait approprié. Madame la Présidente, une conséquence des conflits actuels de par le monde, ce sont les migrations irrégulières des personnes qui souffrent les crises au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Afrique et en Europe. Les migrations irrégulières entraînent l'immense perte de vies humaines que l'on aurait pu éviter, font pression sur les services dans les communautés hautes et les pays hôtes et alimentent les sentiments anti-migrants et racistes en Europe. C'est pourquoi nous nous félicitons de la conclusion couronnée de succès des négociations sur le tout premier pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Et nous attendons avec intérêt son adoption à Marrakech à la fin de l'année. L'objectif est de protéger les droits des migrants de par le monde tout en répondant aux préoccupations des pays d'origine, de transit ou de destination. Les migrations sont une constante dans les affaires humaines. En Afrique, nous remercions les pays qui traitent les migrants avec compassion et humanité, en particulier l'Allemagne, l'Italie et la France. Les migrations irrégulières ne sont pas seulement la conséquence des conflits, mais également des effets des changements climatiques et des absences de possibilités dans les pays hôtes. Les changements climatiques restent l'un des plus graves défis de notre époque. Tout près de chez nous, c'est notre destin au Nigeria, ainsi qu'avec nos voisins du bassin du lac Tchad, de vivre avec les changements climatiques, les conséquences de cela, avec un rétrécissement dramatique du lac Tchad et l'assèchement de terres arables autrefois fertiles. Le lac était une source essentielle de moyens de subsistance pour plus de 45 millions d'habitants de la région. Son rétrécissement signifie la perte de moyens de subsistance et les personnes sont maintenant devenues pauvres et vulnérables par rapport aux activités des extrémistes et des groupes terroristes. L'instabilité ainsi provoquée dans la sous-région a intensifié les déplacements internes menant, entre autres conséquences, à une intense concurrence économique, notamment entre agriculteurs et pasteurs. C'est pourquoi nous continuons à appeler à un engagement international retrempé pour accélérer les efforts de relèvement dans le bassin du lac Tchad afin de faire face aux causes fondamentales des conflits dans la région. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une coopération continue, robuste des Nations Unies avec les gouvernements nationaux et les organisations sous-régionales et régionales, comme par exemple la Commission du bassin du lac Tchad, la Communauté économique de développement des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et l'Union africaine, pour renforcer les capacités en termes de prévention des conflits, de gestion des conflits et de consolidation de la paix. Concernant les souffrances dans le bassin du lac Tchad, je remercie l'ONU, les gouvernements de l'Allemagne, de la Norvège, des États-Unis, de la Suède, du Royaume-Uni, de la France et de nombreux autres partenaires pour le développement pour leur appui digne d'éloge, afin de nous aider à faire face aux défis humanitaires, tout comme à l'effort de stabilisation dans la région qui se poursuit. Madame la Présidente, la corruption au sein des pays et les flux illicites de financement à travers les frontières nationales ont d'immenses incidences négatives sur la stabilité, la paix et les perspectives économiques de millions de personnes dans les pays en développement. La corruption prive les gouvernements nationaux de ressources permettant de donner à de nombreuses personnes des moyens de subsistance, prive de cela les populations dans lesquelles il y a de nombreux jeunes. Cela provoque davantage de migration irrégulière. La lutte contre la corruption nous concerne donc tous. C'est dans notre intérêt à tous de coopérer afin de suivre les flux financiers illicites, d'enquêter et de poursuivre les individus corrompus et les entités corrompues et de rapatrier les financements vers leur pays d'origine.
la lutte contre la corruption, le règlement des conflits internationaux, des crises et des guerres, vaincre le terrorisme et la piraterie, endiguer le trafic d'armes et la prolifération d'armes légères et de petits calibres qui alimentent ces conflits, en particulier en Afrique, endiguer les migrations irrégulières en traitant leurs causes fondamentales. Les nombreux autres défis mondiaux auxquels nous nous sommes confrontés aujourd'hui, cela ne peut être fait de manière efficace que grâce à la coopération multilatérale et à l'action concertée. Le seul cadre institutionnel mondial que nous ayons pour relever ces défis, c'est le système des Nations Unies. C'est pourquoi nous continuons à appeler au renforcement de l'organisation afin de la rendre plus efficace en accélérant le rythme des progrès visant à sa réforme, y compris celle de son principal organe, le Conseil de sécurité. La réforme du Conseil, afin de le rendre plus équitable et plus représentatif de notre communauté mondiale, est un impératif politique tout comme moral. Nous considérons qu'un Conseil de sécurité réformé, avec davantage de membres, permanents comme non permanents, cela correspond au consensus international en vigueur et il est de notre intérêt collectif de faire cela. Il est plus que temps d'arrêter de tourner autour du pot et d'établir des critères réalistes et des calendriers pour ces réformes. Je vous assure, vous tous, qu'en me livrant à ce plaidoyer, je ne fais que refléter le profond engagement du Nigeria en faveur de cette organisation, de ses principes fondateurs, de ses objectifs. Depuis le jour où nous sommes devenus membres en 1960, nous avons contribué notre quota à l'exécution du mandat des Nations Unies. Nous avons participé actuellement à de nombreuses opérations de maintien de la paix autorisées par le Conseil de sécurité et l'Union africaine dans de nombreux endroits du monde, à commencer par la République démocratique du Congo en 1960. En outre, le Nigeria a toujours mobilisé les ressources humaines et matérielles nécessaires afin de réaliser les objectifs des Nations Unies, y compris le programme à l'horizon 2030 pour le développement durable récemment adopté. Nous sommes déterminés à compléter ces efforts aux Nations Unies afin de promouvoir l'égalité homme-femme et l'autonomisation des jeunes, qui sont des piliers nécessaires du développement durable. Sans cela, il ne saurait y avoir ni paix durable ni sécurité. Alors que nous mettons en œuvre nos politiques nationales pour réaliser ces objectifs, dans l'esprit de la solidarité internationale, nous sommes prêts à coopérer avec d'autres pays qui s'efforcent de réaliser les mêmes objectifs pour leur propre population afin d'aider à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. Je vous remercie de votre attention. On behalf of the General Assembly, I wish to thank Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République fédérale du Nigeria de son intervention et je vous demande de rester assis le temps d'escorter son Excellence.